Donc, moi, je me présente, je suis Sarah Talaïti, je suis la directrice des programmes et du développement chez Willa. Mes missions, c'est à la fois de coordonner l'équipe programme chez Willa et d'aller chercher des financements pour notre association qui a pour objectif de donner le pouvoir aux femmes au travers de l'entrepreneuriat. Donc, c'est pareil, à nouveau, un vaste programme puisque aujourd'hui, il y a seulement une CEO sur 10 qui est une femme. Donc, l'écosystème innovant et l'écosystème start-up, il n'est pas du tout encore mixte. Nous, c'est notre objectif. À terme, on aimerait bien ne plus exister. Donc, tous les ans, on essaye d'accompagner de plus en plus de femmes pour augmenter le nombre de femmes entrepreneurs et pour qu'il y ait justement une parité dans l'écosystème. Parce que les entrepreneurs, c'est aussi ceux et celles qui créent les solutions de demain. C'est des personnes qui vont intervenir pour proposer des projets innovants qui vont peut-être révolutionner nos modes de consommation, nos habitudes. Et c'est dommage si ces personnes-là constituent seulement la moitié de la société et la moitié de l'humanité. Ça veut dire que les solutions oui, puisque c'est plutôt des hommes construisent, elles ne reflètent pas l'ensemble des individus et elles ne sont pas inclusives. Donc, généralement, on parle beaucoup de tech et d'absence des femmes dans la tech. Aujourd'hui, il y a seulement 12% de femmes qui travaillent dans l'IA. Il y a un peu moins de 30% de femmes qui travaillent dans le numérique et ce nombre est réduit quand on enlève les fonctions support et ça pose de nombreux problèmes. On le sait, il y a beaucoup d'interventions sur le sujet, mais le webinaire aujourd'hui, il a voulu un petit peu renverser la balance et montrer à quel point aussi la tech, elle peut être positive pour l'émancipation des femmes et lorsqu'elle est bien utilisée, elle peut permettre à la fois d'avoir une carrière qui est riche et intense, qui permet de proposer justement des solutions innovantes. Elle peut s'appuyer, cette tech, sur des femmes qui sont ambitieuses et qui construisent des projets qui sont inclusifs et qui permettent justement de dépasser les biais cognitifs. Et les femmes peuvent aussi prendre le parti pris de changer de métier, de se reconvertir et de travailler dans la tech, dans une tech qui est du coup un peu plus ouverte. Et ça, c'est permis aujourd'hui par des collectifs comme les décodeuses. Donc, on va parler un petit peu de tous ces sujets et des belles initiatives qui sont amenées aujourd'hui par des femmes, des hommes, des collectifs. Et du coup, pour pouvoir parler de tout ça, j'accueille donc 3 intervenantes. Souad Bouté-Grabé, alors j'espère que j'écorche pas trop vos noms, qui est la fondatrice des Décodeuses. Donc, les Décodeuses, c'est une école gratuite pour former des femmes issues de milieux modestes aux métiers techniques du numérique. L'idée, c'est que c'est des femmes qui ont déjà une carrière professionnelle derrière elles. Tu me coupes, Souad, si je me trompe. Et c'est donc un second ou troisième métier. L'idée, c'est de se reconvertir dans la tech et proposer à la fois une formation de développeuse web et la seconde formation, parce que vous avez 2 formations. Cybersécurité. Voilà, c'est cybersécurité. Merci beaucoup. J'accueille également Chloé Dodier, donc, qui est ingénieure IA et multi-entrepreneur engagée. Et elle a d'ailleurs rejoint aujourd'hui même la promotion des stars de Willa pour son projet Lovelace. Merci beaucoup d'être parmi nous. Sabrine, donc notre dernière intervenante, Sabrine Bendimerad. Sabrine, donc, tu es data scientist et ingénieure IA chez EDF et tu es passionnée de sciences. Tu es engagée dans le milieu associatif en faveur des femmes dans la tech et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc, merci à toutes les 3 d'avoir accepté mon invitation et merci à toutes les 3 d'être là pour échanger ce soir. Donc déjà, j'ai une première question parce que le sujet qui revient souvent, c'est le sujet des carrières des femmes dans la tech et le fait que les femmes, elles ont déjà plus de difficultés à rentrer dans la tech et puis elles y restent aussi un peu moins du fait de la non-inclusivité qui sévit un petit peu dans ce milieu. Est-ce que vous pourriez répondre du coup à cette première question qui est, c'est quoi une carrière de femme dans la tech? Et est-ce que pour vous, il y a une comparaison entre les femmes et les hommes et les carrières d'hommes et femmes dans la tech?
Sabrine, je peux te donner la parole en premier puisque du coup, c'est ton métier actuel. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous. Alors, c'est très bien, enfin, tu as très bien introduit le sujet, Sarah, en présentant des chiffres intéressants. Donc, tu as dit que 30% des femmes aujourd'hui sont dans le milieu de la tech. En fait, il y a deux constats sur ces chiffres. Le premier, c'est que moins de 15% de ces femmes vont participer à la conception en fait, des outils qu'on utilise. Donc, OK, il y a 30% de femmes dans la tech, mais elles sont dans des métiers en fait, autour de la tech. Donc, elles vont faire de la gestion de projet, du suivi de process, mais elles ne vont pas forcément développer les outils qu'on utilise. Le deuxième constat, c'est qu'aussi, en fait, plus il y a de responsabilités et moins les femmes sont représentées. Donc, il y a plusieurs barrières. Donc, il y a déjà les barrières personnelles. Donc, on se pose trop de barrières parce qu'on est sous-représenté. Donc, il y a tout le temps des remises en question. Il y a aussi des barrières qui sont liées en fait à l'écosystème professionnel, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'identification. Donc, en tant que femme, j'ai plus de difficultés à m'identifier et à avoir des repères dans mon entreprise. Donc, un homme, il va arriver, il va être recruté, il va se dire, en fait, dans 10 ans, j'ai envie de ressembler à ça. Moi, Sabrine, en tant que femme, c'est plus compliqué de me dire, ah, mais dans 10 ans, c'est ça que j'ai envie d'être, parce que je n'ai pas de rôle modèle déjà interne à mon entreprise. Et ça dépend aussi beaucoup de la culture de l'entreprise et en fait, si le management et si l'entreprise est engagée sur les sujets en fait, de diversité et de mixité en général. Merci Voilà. beaucoup. Je vois que soit tu hoches la tête. Est-ce que tu veux rebondir du coup? Oui, oui, avec plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sabrine. Tout ça, cette situation, moi, je la trouve grave parce que quand on n'a pas de rôle modèle, quand on n'a pas suffisamment d'informations, quand on a le taux de l'enseignement supérieur technique de la part des femmes qui baisse chaque année. Entre 2013 et 2018, il a baissé de 6%. Donc, ça veut dire qu'il y a en plus de moins en moins de femmes qui se tournent vers l'enseignement supérieur technique, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou d'autres écoles. Donc, ça veut dire qu'on est en recul. Donc, moi, je trouve que cette situation, elle est grave. Et en même temps, je vois de plus en plus d'initiatives positives. Il y a de plus en plus de femmes qui se disent, OK, bon, si on attend les hommes, il ne va rien se passer, donc on va le faire nous-mêmes. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant de rappeler, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives de la part des femmes qui sont techniciennes, qui sont ingénieures, qui sont, même si elles sont en faible nombre, en fait, elles multiplient les initiatives. Et d'un autre côté, grâce à leur engagement, grâce à la diffusion de toutes ces initiatives, on a de plus en plus d'entreprises qui sont un peu plus ouvertes vers la féminisation des métiers techniques. Après, n'oublions pas que pour beaucoup d'entreprises, nous ne sommes qu'un argument économique et essayons de ne pas tomber dedans. Essayons simplement de rappeler qu'on est là pour rappeler l'égalité dans tous ces métiers. Voilà ce que je voulais ajouter pour compléter. Oui, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh ben, elles ont dit beaucoup de choses. Non, c'est super intéressant de se rendre compte que, effectivement, si on est 10 à 30% en sortie d'école d'ingé, donc selon la spécialité, par exemple, on va dire qu'on est 30% de femmes en sortie d'école d'ingé, mais si on se regarde à l'intérieur des spécialités, en biosciences, on va être à plus de 50%, et quand on regarde l'informatique, on est autour de 10, 11, 12%, 15% peut-être dans le maximum. Et moi, j'ai que des témoignages de personnes autour de moi qui m'ont dit, bah ouais, moi j'étais la seule fille de ma promo. Il y en a même enfin, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, bah moi j'étais la seule en prépa et je devais traverser une forêt la nuit pour aller de mon domicile à mon école. Et je me sentais ni en sécurité sur le chemin, ni en sécurité dans mon école. Et donc elles ont arrêté, elles se sont dirigées vers des métiers où il y a plus de femmes. Donc déjà, il y a cette première barrière qu'il faut franchir. Il y a aussi la seconde qui est quand on entend les témoignages de femmes qui sont nos profs, par exemple, ou qui sont des enseignantes chercheuses dans notre environnement et qui nous disent toutes les difficultés qu'elles ont rencontrées. On prend, on prend une claque un peu dans la gueule. Parce que si on a eu la chance, comme moi, d'être éduquée de manière égalitaire, sans trop de genre, enfin d'éducation genrée, on réalise que ça va être dur petit à petit.
Et c'est vrai, quand on arrive dans le monde du travail, même si, enfin, du coup, j'ai aussi eu la chance de faire des études en bioinformatique, donc on était vraiment à 50-50. Et quand tu arrives dans la tech, dans le monde du travail, et que tu es vraiment la seule dans ton équipe, et là, dans mon ancienne expérience, on était 4 de femmes à coder. Heu, donc c'est violent et je pense qu'effectivement, faut avoir en plus, une motivation supplémentaire, faire ses preuves, montrer qu'on est, pas juste une femme. Donc ça demande aussi, de la concentration au quotidien parce qu'il faut pouvoir, rappeler aux gens qu'on est développeuse ou codeuse ou tech avant d'être une femme, et donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, pour justement montrer qu'on a notre place. C'est assez marrant parce que tu parles d'une chose qu'on me dit assez fréquemment et que j'ai entendu de femmes qui font de la tech, qui sont dev ou qui ont un profil en tout cas technique, qui disent que l'impression que ça laisse, c'est que quand tu es une femme, tu dois être exceptionnelle et tu n'as pas ce droit-là à la médiocrité. Et qu'il y a aussi beaucoup de gens là qui revendiquent juste le fait de pouvoir être tout simplement normal et de ne pas avoir des compétences supérieures à la normale pour pouvoir s'insérer dans un système professionnel. Du coup, toi, Sabrine, comment tu fais au quotidien avec ton équipe et comment ça se passe pour que tu développes justement ce sentiment de légitimité et de bien-être en tant que tech? Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans des équipes finalement assez représentatives de ce qu'il y a dans les écoles et les formations, c'est-à-dire moins 20% de femmes. J'ai déjà été aussi seule dans une équipe où il y avait que des hommes. En fait, la première chose déjà, mais ça se développe aussi un petit peu avec le temps, c'est ne pas se poser la question de la légitimité. On se dit, si on est là, à un instant T, à un endroit X, c'est que forcément, on le mérite. Et ça, en fait, ça vient pas tout de suite, donc pas à la première expérience forcément, mais on apprend petit à petit. J'ai aussi la chance, et ça je tiens aussi à le dire, j'ai aussi la chance de rencontrer en fait des hommes, qui m'ont aidée, qui ont été aussi, alliés et qui ont été des soutiens, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là et que je dis aux femmes: «Allez-y, il faut y aller, il faut oser», parce qu'il y a aussi des femmes et des hommes qui pourront vous aider. Avec le reste, en fait, ça sera des mécanismes qu'on va développer avec le temps pour se faire écouter, pour poser ses idées. Parce que malheureusement, en fait, ce que disait Chloé, c'est qu'il y a encore beaucoup de préjugés, donc beaucoup d'hommes, quand on arrive en tant que codeuse ou développeuse, en fait, ils vont croire que soit on code moins bien ou on ne sait pas coder. Donc en fait, on est là en train de montrer aussi qu'on sait faire des choses, et l'idée, en fait, le message qu'il faut passer, c'est que en fait, il n'y a pas de métier sexué, c'est que des compétences. Et malheureusement, en tant que femme aujourd'hui, on a besoin de prouver plus et de montrer directement qu'on sait faire. Donc, en arrivant dans une entreprise, on ne va pas dire, en fait, oui, je vais essayer, mais en fait, je vais le faire. Et on n'a pas ce droit-là à se dire, ah non, mais je ne sais pas, mais je vais peut-être regarder. Non, non, en fait, il faut directement dire on sait faire, sinon, en fait, on sera un petit peu casé. Ah non, mais c'est une femme, elle ne sait pas coder, c'est normal, il lui faut du temps. Donc, Et c'est un petit peu des mécanismes. Moi, je n'ai pas eu ces conseils parce que malheureusement aussi, il y a quelques années, on ne parlait pas autant des sujets de féminisation dans les entreprises. Donc, il y a 10 ans, il y a 11 ans, quand j'ai eu mon bac en 2010, on ne parlait pas de ces sujets-là. Donc, on était aussi peu nombreuses, mais on n'en parlait pas. Et ce que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est qu'en fait, c'est des mécanismes que tu vas développer petit à petit. Et la chose la plus importante, c'est d'arriver et se sentir légitime. Et se dire clairement, si je suis là, c'est que je le mérite autant que les autres. Merci beaucoup. Et du coup, je rajoute tu disais, je t'ai coupé, Chloé, je suis désolée, tu voulais ajouter quelque chose. juste un tout petit truc aussi, c'est que si tu montres tes Vas-y. faiblesses, c'est la porte ouverte aux comportements paternalistes, qui sont: «Bah, ah oui, mais c'est ma petite protégée», donc du coup, ça peut être positif, on peut imaginer que c'est positif, mais c'est hyper réducteur, et ça crée ça peut créer un environnement pas safe. Ouais, complètement. Complètement. Et justement, il y a eu aussi
beaucoup d'affaires ces dernières années sur les environnements non safe dans les entreprises. Et du coup, ça amène une autre question. Est-ce que vous voyez des changements? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un changement pour qu'il y ait une intégration dans les entreprises, donc quelle que soit leur taille, que ce soit des startups, que ce soit des grands groupes, et notamment toi, soit comme vous formez avec les décodeuses, est-ce que vous voyez que les personnes qui intègrent les entreprises, quand vous leur demandez des feedbacks, il y a quand même une différence ou pas encore? Aucune. Il n'y a aucun progrès de ce niveau-là. Il n'y a aucun progrès sur l'accueil, il n'y a aucun progrès sur l'empathie, sur il n'y a même pas de réflexion autour de ça, parce qu'en France, on est les spécialistes de ne nommons pas, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est très difficile de mettre en place des actions quand on ne peut ni les mesurer, ni les nommer. Donc, c'est un travail que je pense ne sera possible qu'une fois que vraiment il y aura beaucoup plus de gens sensibilisés, de gens de statistiques, mais pour ça, ça peut prendre, même avec des statistiques, ça peut prendre du temps. Moi, chez Décodeuse, par exemple, on a pour habitude de proposer des points réguliers avec les DSI. Bon, sur des sujets qui peuvent être un peu difficiles à entendre, il faut s'imposer. S'il y a des réunions et qu'on nous dit non, mais c'est pas ça, mais c'est pas tout à fait ça. Si elle dit ça, il y a ça. Donc en fait, comment on fait? Mais c'est jamais, ça devient jamais un sujet très très important. C'est toujours quelque chose de, voilà, on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là avec les RH, avec les DSI. Et moi, je crois qu'il n'y a qu'une solution pour le moment, c'est de proposer des ateliers vraiment pratiques, des formations en interne avec des sujets qui sont des sujets inversés, des personnes qui se mettent à la place des femmes pour comprendre ce que c'est, qui doivent aussi proposer des solutions. Enfin, moi, je crois beaucoup aux actions, très peu aux mots. Donc, je crois qu'il faut vraiment trouver des solutions de cette manière-là, impliquer davantage les hommes. On voit bien déjà combien c'est difficile, rien que de faire accepter en France qu'on a des problèmes de violence envers les femmes. C'est très difficile. Donc, dans notre domaine, ça paraît malheureusement très léger. Sabrine, toi qui est en poste actuellement, est-ce que tu vois des changements, pour ne pas citer ton employeur, mais dans les expériences que tu as eues ou les retours d'amis ou pas du tout? Alors en fait, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives dans la partie, on va dire, beaucoup de campagnes pour attirer les talents féminins. Il y a une mise en avant de la politique de diversité, sauf qu'en fait, on n'a pas envie d'être réduite à des indicateurs parce que c'est très bien d'atteindre les taux de féminisation fixés, donc c'est très bien, c'est un indicateur important, sauf qu'après, en fait, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Ce qui est important de regarder, c'est aussi l'indicateur du turnover, c'est-à-dire est-ce que les femmes vont rester ou pas, parce que finalement, cet indicateur, il va refléter l'atmosphère et la culture de l'entreprise. Donc, si les femmes, je suis d'accord sur le fait qu'on regarde forcément la politique de diversité avant de choisir son employeur, mais on regarde aussi ce qui va se passer après. Donc, si les femmes restent longtemps dans les entreprises, ça veut dire en fait que l'atmosphère, finalement, y est bienveillante. Donc, ça, c'est quelque chose de super important qu'on ne regarde pas assez. Et je dirais que le changement, il est assez hétérogène au sein même d'une entreprise. Ça peut dépendre des équipes, des managers, parfois même juste de quelques personnes. Donc, non, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de changements ces dernières années en dehors de beaucoup de campagnes pour attirer en fait plus de talents féminins. Et j'ai l'impression aussi de beaucoup de campagnes de communication qui ont la vertu
au moins de mettre en avant une problématique et de la faire ressortir et de faire en sorte que les gens en parlent plus et sont beaucoup plus au fait de ces situations-là. Moi, je sais que dans mon entourage, des gens qui n'étaient pas forcément des profils tech commencent aussi à s'interroger sur cette systémie qui est organisée et qui fait que finalement, toute une partie de la population ne travaille pas ou ne participe pas à la création de valeur dans l'innovation. Donc, il y a des sujets qui se créent, mais c'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et alors, la seconde problématique que ça soulève, c'est du coup, est-ce que vous ne pensez pas que trop en parler, ou je me fais l'avocat du diable, hein, faire ce type de conférence où je vous invite parce que vous êtes des femmes dans la tech, il n'y a pas un côté aussi réducteur? Je vous sens, je pense que je vous ai perdu. Non, mais je peux commencer à répondre. En fait, moi, je pense que tant que les stéréotypes, en fait, ne sont pas déconstruits, tant que l'orientation, en fait, est influencée par une culture héritée selon laquelle il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes, je pense qu'il y a toute la légitimité, en fait, pour en parler encore et encore. Et moi, personnellement, je ne me sens pas moins experte juste parce que je parle de féminisation de métiers de la tech. Ouais, ben merci beaucoup. C'est aussi, c'est aussi mon avis, mais je sais que c'est quelque chose en fait qu'on soulève beaucoup ou un argumentaire qu'on utilise pas mal, je trouve, pour discréditer ce type d'action. Et c'est aussi pour ça que je vous pose la question inversée et je trouve ça intéressant que vous y répondiez toutes. Je pense qu'en entreprise, quand le cas se présente, que ce soit pour la couleur de peau, que ce soit pour le genre, c'est toujours important de demander à la personne si elle se sent OK avec ça. C'est, est-ce que tu es d'accord pour être mise en valeur parce que tu es une femme? Ça peut être non, la réponse. Il faut toujours respecter évidemment le choix de la personne et moi, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit: «Mais moi, je supporte pas être considérée différente parce que j'étais la seule femme, parce que j'étais la seule personne de couleur, parce que, j'étais ouais, dans des milieux où ces personnes-là sont rares. Être mise en avant, être prise en photo pour faire un peu pas du greenwashing, enfin l'équivalent du Woman greenwashing féministe. washing. Ouais, woman washing ou je sais pas comment on dit pour la question des personnes noires. Mais je sais que c'est arrivé que des personnes comme ça soient mises en avant pour la diversité, pour représenter la diversité qui n'existe pas. Mais en même temps, on peut se dire que c'est un investissement sur le long terme qui est qu'au moins visibiliser ces personnes, ça va permettre doucement changer les mentalités et que des personnes puissent se projeter, dans des rôles modèles ou au moins se rendre compte qu'il y a une problématique et moi je vois avec les séries Netflix qu'on regarde, il y a de plus en plus de diversité, de plus en plus de représentativité. Il y a des efforts qui sont faits et ça demande un effort d'avoir cette diversité, que ce soit, dans le journalisme ou que ce soit dans les séries ou que ce soit dans une entreprise. Il faut vraiment faire l'effort de la diversité parce que ça joue. Moi, ça a joué sur moi, je peux imaginer totalement que ça joue sur plein d'autres personnes. Merci beaucoup, Chloé. Est-ce que Swat, tu veux prendre la parole ou tout a été dit? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Sarah et Chloé. C'est avec Sabrine, pardon. Avec Sabrine et Chloé. Moi, souvent, on nous demande est-ce qu'on peut mettre en valeur des profils qui viennent d'arriver chez nous, qui viennent de décodeuses. Bon, ils ont envie de communiquer, c'est la contrepartie. Mais moi, je trouve ça super qu'on puisse mettre en valeur des personnes parce que quelque part, même si on montre l'initiative, ça rappelle le problème. Ouais. Donc, moi, ça me va de faire comme ça. Et bien évidemment, le consentement avant tout. Hein. Ouais, et merci beaucoup, Chloé, de le rappeler. Donc, il y a cette problématique de visibilisation des femmes et pour une meilleure carrière dans la tech, d'acquisition de légitimité et de représentativité, et donc vraiment d'amener le sujet. Et puis, il y a aussi une vraie problématique dont on parle de plus en plus et dont des solutions sont de plus en plus apportées, c'est le fait que les solutions qui sont construites, et notamment les solutions qui sont construites qui prennent support des algorithmes, ont parfois tendance à reproduire des biais cognitifs
Du coup, les biais cognitifs, pour expliquer un petit peu, c'est des biais qui sont construits notamment par notre apprentissage, par notre éducation, et qui font qu'aujourd'hui, comme on a grandi tous et toutes dans une société qui est tout de même patriarcale, ou en tout cas dont les fondations sont patriarcales, on a certains biais discriminants, que ce soit les femmes ou les hommes. Et ça, il ne faut pas non plus le mettre de côté. Il n'y a pas que les hommes qui ont des biais, il y a aussi les femmes, les personnes racisées. Tout le monde a des biais. Et l'objectif aussi, c'est que les technologies aujourd'hui ne reproduisent pas ces biais, même si malheureusement, c'est parfois un peu le cas, et on a entendu parler du logiciel d'Amazon RH qui est recruté beaucoup moins de femmes, de l'identification faciale qui avait des problématiques de reconnaissance des femmes, des personnes racisées, et des personnes même asiatiques, puisqu'ils avaient l'impression que les yeux étaient fermés alors que ce n'était pas le cas. Donc, il y a plein d'exemples sur ces biais-là. Mais aujourd'hui, et heureusement, il y a aussi des outils qui œuvrent pour qu'il y ait plus d'égalité, moins de discrimination. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'est Lovelace, Chloé, et de pourquoi tu as décidé, toi, de travailler sur ces questions? Ouais, c'est une vaste question. Donc comme Sarah l'a dit, les biais, font que ce soit des biais cognitifs, des biais humains ou des biais liés aux données, on va avoir une vision qui va pas être neutre de notre monde, qui va pas forcément être représentative. Et du coup, c'est intéressant de voir aussi, je précise un petit rappel, enfin, par rapport aux biais, hem, la question qu'il faut se poser en tout premier, c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir avec nos données? Qu'est-ce qu'on veut obtenir avec notre algorithme, avec notre technologie? Si notre idée, c'est juste de faire de la visualisation, de mettre en évidence des inégalités, il faut avoir un échantillon représentatif et faire des statistiques sur cet échantillon. Donc si on est dans un environnement où il n'y a pas de femmes, où il n'y a pas de personnes racisées, où il n'y a pas de personnes en situation de handicap, là, ça va être intéressant de garder ces données telles qu'elles sont et de rendre les statistiques publiques, enfin, ou pas publiques, mais enfin, en tout cas, de faire ces statistiques sur des données qui sont représentatives. À partir du moment où on veut faire de l'aide à la décision et ou qu'on veut faire de la reconnaissance faciale, là, ce qui est intéressant, c'est de pas justement prendre ces données représentatives, mais de les modifier, de les ajuster pour que les personnes, de tous les types soient représentées de manière équitable dans ces données. Bon, du coup, ça donne les biais cognitifs déjà dont il faut se rendre compte, les biais humains, les biais des données et les biais économiques qui sont, c'est pas parce que les femmes sont moins bien payées dans la réalité qu'il faut continuer de perpétuer ça et donc se poser vraiment la question, c'est quoi le but derrière? Et donc d'adapter tout notre algorithme par rapport à ça. Et Lovelace, je raconte ça parce qu'en fait, c'est la sensibilisation à ces biais-là qui m'a amenée sur Lovelace. J'ai lu un bouquin qui s'appelle «L'IA pas sans elle». C'est un petit bouquin, facile à lire, qui a été publié, il y a moins de 5 ans par, Flora Aude Bernheim et Flora. Vincent. Ouais, Ouais. c'est ça. Et il est super ce petit livre, parce qu'il nous fait prendre conscience de pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes, dans le domaine de l'intelligence artificielle et du numérique. Et elles ont mentionné un petit outil qui m'a interpellée, où elles disaient: «En fait, le champ lexical utilisé dans les offres d'emploi va avoir un impact sur le sentiment d'appartenance, que les personnes développent pour l'entreprise et donc potentiellement, si c'est un champ lexical qui aurait tendance à diminuer ce sentiment d'appartenance chez les femmes vont moins postuler». Donc Sabrine, elle avait dit quelque chose de très intéressant qui est, il faut que les femmes restent dans l'entreprise pour déjà, instaurer ce climat, safe et puis montrer qu'il y a un climat safe. C'est-à-dire que si les femmes restent, c'est qu'elles se sentent bien ou en tout cas qu'elles se sentent à peu près bien. Et il y a aussi la question de, si, il y a 10 ou 30 de femmes ingénieures qui sont diplômées, mais qu'on n'arrive pas à les recruter derrière parce qu'elles se réorientent, parce qu'elles ont peur, parce que, elles sont repoussées par un domaine. Souvent, il faut se poser la question de la communication d'entreprise. Est-ce que, par exemple, dans le domaine militaire, est-ce que le champ lexical utilisé est pas un peu, rebutant, pour des femmes? Et
quand on prend conscience de ça, on se dit: «Ah oui, mais du coup, il faut juste que je fasse attention de ne pas, me laisser avoir par ce biais cognitif». Mais si le biais existe bien, et c'est ça que je veux mesurer moi, hem, c'est intéressant d'adapter et de proposer des alternatives de rédaction pour ces entreprises qui n'auraient pas tout de suite conscience, des biais qu'elles mettent dans leurs offres d'emploi. Donc là, je parlais des biais dans les offres et les biais que les personnes ont en lisant les offres. Mais bon, vous voyez que ça est connecté. Et voilà, donc moi, mon but, c'est de mesurer. Il y a une étude américaine qui a montré que c'était le cas dans le système anglophone. Ça a donné lieu à un outil qui s'appelle Textio et qui notamment fait du calcul de biais de genre dans un texte. Moi, je vais essayer de voir si c'est transposable au français. Donc, de voir si, en changeant le champ lexical, le vocabulaire utilisé, les femmes vont plus postuler à une offre d'emploi. Et puisqu'on a une particularité en France, je vais aussi faire le test avec l'écriture inclusive. Voilà, donc ça, c'est pour la partie tech. Mais il y a la partie formation aussi qui viendra pour justement instaurer ce climat safe dans les entreprises. Parce que et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les deux vont ensemble pour moi aussi. Et la tech doit aussi s'adjoindre d'une étape de sensibilisation et de formation. Et souvent, on a tendance à mettre à disposition des outils sans penser à ce moment clé où finalement, il faut aussi proposer aux gens une éducation à ce type d'outils et une compréhension sur leur propre biais. À nouveau, j'ai une question pareille, un petit peu avocat du diable. Mais du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces outils-là, ou est-ce qu'au bout d'un moment, les gens ne doivent pas se rendre compte par eux-mêmes qu'il y a un problème? Bon, bah, je prends la parole la première. Si on attend que les gens se rendent compte par eux-mêmes, ça risque d'avancer très lentement, voire de reculer. Si on n'agit pas de nous, alors qu'on est concerné, qu'on connaît les systèmes qui entrent en jeu, qu'on sait comment y remédier, si on ne le fait pas, si on n'agit pas, je ne sais pas qui le fera. Ouais, voilà, tout simplement. Bah ouais, rappelons l'histoire aussi. Nous n'avons rien conquis sans lutte. Donc, Merci beaucoup. c'est important d'aller prendre. On ne nous donne pas, il faut aller prendre. Et il y a quelque chose que Simone de Beauvoir disait et qui, je trouve, s'applique complètement aussi à la tech, c'est que en fait, il faut toujours rester sur le qui-vive, parce que toutes les luttes qui ont été faites pour l'autonomisation, pour l'inclusion, pour l'intégrité des femmes et des populations minoritaires peuvent être renversées en un instant. Et donc, il faut toujours rester dans l'action. Bah oui, là, tu l'as dit dans le cas de. Enfin, c'est exactement ce qu'elle disait, c'est que il suffit d'une crise politique pour remettre en cause toutes les évolutions qu'il y a eu. Et on le voit avec le Covid, hein, où finalement, aux États-Unis notamment, les systèmes de santé ont priorisé, ont plutôt pris le Covid comme excuse pour ne pas s'occuper des cas d'avortement, de grossesse non désirée, de problèmes de grossesse, etc. Et dans une logique moins grave et en France, donc plus proche, il y a eu aussi toutes les questions de charge mentale qui ont énormément pesé sur les femmes. Et moi, je connais le côté entrepreneur parce que c'est là que j'accompagne des personnes. Mais les femmes entrepreneurs, pendant la crise du Covid, ont aussi subi beaucoup plus de fermetures d'activités, ont eu beaucoup plus d'obstacles pour travailler et ont été mis à mal par la charge mentale. Donc, qu'elle soit dans la tech ou pas. Donc, c'est vrai que c'est une vigilance de tous les instants et une nécessité d'action collective. Merci beaucoup pour ce rappel. Et du coup, plutôt en tips, est-ce que vous avez des outils ou des conseils pour, à notre échelle, se prémunir contre les outils technologiques biaisés? Comment on sait, en fait? Je pense en fait que c'est super compliqué en fait en tant
utilisateur, Ouais. utilisatrice en fait de ces outils, de s'en rendre compte. Ce qui est possible de faire, c'est de diversifier les outils qu'on utilise, de comparer, regarder par exemple si on utilise des applications de santé, essayer de comparer celles qui nous correspondent le mieux. Mais en fait, l'idéal, c'est vraiment d'aller aussi comprendre ce qu'on est en train d'utiliser. Et ça, je pense que les experts ont aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à vulgariser l'IA, à montrer comment ça fonctionne, pour qu'un utilisateur lambda puisse aussi détecter les biais auxquels il peut être confronté. Donc, je pense il y a plusieurs choses. Il y a aussi, en fait, la connaissance permet aussi de prendre une prise de recul. Donc, si on explique ce que c'est l'IA, comment ça fonctionne, les utilisateurs finalement peuvent prendre du recul pour savoir ce qui va leur convenir comme outil ou pas. Merci beaucoup, Sabrine. Ouais, à Est-ce partir que... Ouais, Chloé, vas-y, je t'écoute. C'est juste, à partir du moment où déjà on est informé sur ces billets-là, donc tout ça va avec, ce que dit Sabrine sur la communication, sur la transmission de l'information. Ça permet de se rendre compte, en fait, déjà quand on est au courant, on commence à se poser la question et en fait après on se rend compte que quand on fait Google Trad et qu'on tape «a nurse» blablabla, blablabla, se traduit en «une infirmière». Il y a eu d'autres billets comme ça qui ont été mis en évident, mais qui sont flagrants et qui sont effrayants, sur les logiciels de traduction. Et s'en rendre compte déjà, c'est bien. C'est comme quand on a de la publicité avec du neuromarketing. Si on se rend compte des biais sur lesquels ça appuie, on peut aussi plus facilement prendre du recul et avoir une utilisation active, en fait, du logiciel et pas juste passive en se laissant, influencer, de manière, inconsciente par, ce qu'on a sous les yeux. Merci beaucoup, Chloé. Est-ce que soit tu veux nous donner un petit tips ou tu n'en as pas? Du coup, sur ces sujets, qu'est-ce que, selon vous, les entreprises, notamment, devraient prendre comme engagement? Donc, les entreprises tech, lorsque il y a de la création algorithmique, pour montrer à leur public, pour montrer à leurs consommateurs qu'elles travaillent sur ce type de sujet, sur les biais, qu'elles essayent aussi de construire des innovations égalitaires. Je pense que peut-être, alors une des premières solutions, finalement la plus simple, ça serait de diversifier les équipes, parce que finalement, si on a une équipe en fait, avec des profils différents, une équipe représentative de la réalité, finalement, on va concevoir tous de manière différente et on va concevoir des outils adaptés à tous. Il y a aussi, je pense, un travail sur la transparence. Dire, en fait, c'est un peu la même chose quand on consomme toutes sortes de choses. C'est qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que ça contient, sur qui et comment ça a été testé. Et ça devrait être un peu pareil pour les outils numériques. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de transparence de la part des entreprises tech. Les Ouais, filles, est-ce que vous voulez rebondir? Oui, éventuellement, mais je voudrais pas, hem oui, en fait, c'est rendre les entreprises fières d'assumer finalement leurs problèmes. Je pense, enfin, je viens d'y penser là, mais en fait, c'est un comportement un peu, typiquement culturellement masculin de cacher ses problèmes, de foncer un petit peu, d'ignorer ou de faire comme si ça n'existait pas ou d'agir en interne, mais de pas oser montrer que ça va pas. Évidemment, là, je parle de construction sociale, hein. Je parle pas je ne généralise pas à l'ensemble des personnes, qui ont un pénis. Mais mais du coup, ouais, jouer sur la transparence, assumer que, on a des faiblesses, mais en être fier. Peut-être, il y a des actions qui sont déjà qui sont déjà mises en place en entreprise sur, le retour de grossesse, les congés parentaux et la réévaluation des salaires. Donc continuer là-dessus à fond et la question, c'est pas tant comment ils peuvent le mettre en avant et le montrer, mais comment ils le mettent en place et contribuent à améliorer l'environnement de travail.
Merci beaucoup, Chloé. On a pas mal parlé donc, des initiatives privées par les entreprises, un petit peu du collectif. Et j'aimerais bien me tourner vers toi, Swad, parce qu'on se rend compte que, mine de rien, il y a des choses qui sont faites par l'État aujourd'hui, mais ça reste vraiment très minoritaire sur l'inclusion des femmes dans la tech. Et quand on voit dans les études supérieures, notamment d'informatique et d'ingénieurs, le nombre de femmes, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont finalement portées par des citoyens, des citoyennes qui se rejoignent en collectif, en association, même en start-up ESS, pour changer les choses. Et c'est le cas un petit peu des décodeuses. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer d'où te vient, toi, cette idée des décodeuses, d'où t'es-elle venue et pourquoi tu as décidé de partir avec ton bâton de pèlerin pour aller former des personnes en réinsertion sur le numérique? Oui, bien sûr, ça vient de mon parcours de reconversion qui est né décodeuse. C'est après une dizaine d'années dans le secteur bancaire, je voulais me reconvertir à la programmation parce que j'aimais bien ça. J'en faisais un petit peu et puis je trouvais ça chouette d'aller plus loin, et comme j'aime bien apprendre, et je me suis dit que ça pouvait être un métier qui me rapporterait plus, où j'avais déjà entendu parler qu'il y avait très peu de femmes, donc ça arrivait en même temps que l'ensemble des écoles qui proposaient des formations gratuites. Donc la gratuité, la curiosité. Bon, je me suis lancée, je suis devenue programmeuse, et puis gros choc lorsqu'il a fallu me présenter avec zéro expérience. Et en fait, les entreprises m'ont très mal accueillie. Ça a été vraiment douloureux de ne pas me sentir la bienvenue. Alors, je ne parle même pas du nombre de CV envoyés, du nombre d'entretiens téléphoniques, du nombre même de recommandations. Ça a été très, très compliqué. Et je me suis dit, bon, puisque c'est très difficile et que à force d'aller voir des personnes que je connais et qui sont prêtes, elles, à me faire confiance, petit à petit, on a commencé à créer ce collectif de développeurs et de développeuses, et on a créé Décodeuse, qui vient du mot code, pour rappeler qu'on est aussi capable d'être codeuse, d'être nombreuses. Ça, c'est aussi pour rappeler l'ambition. Et puis, on s'est aperçu qu'en tapant développeuse, codeuse ou programmeuse sur n'importe quel moteur de recherche, ils nous le transformaient en développeur, codeur, programmeur. Enfin, c'est automatique. Donc, bon, ça nous a donné vraiment envie d'aller parler un peu partout de tout ce qu'on fait, de dire qu'on a même interpellé Google pour modifier cette erreur. Enfin, vraiment, c'est un collectif hyper engagé, militant, qui est composé d'hommes et de femmes. Et on s'est dit que toutes ces écoles qui proposent des formations mixtes, elles ont toujours entre 80 et 90% d'hommes et 10% à 20% de femmes. Autant proposer des formations 100% femmes. Et là, on a reçu beaucoup de candidatures quand on s'est lancé la première fois. Et ce qu'on propose concrètement, c'est une formation de 6 mois qui propose donc l'accès à un titre professionnel de niveau Bac+2. Et puis 6 mois de formation en entreprise, puisque pour nous, là où on apprend le plus aujourd'hui, c'est en entreprise. Tout le monde peut se former en ligne, tout le monde peut se former à des nouveaux métiers. On a des ressources pédagogiques extraordinaires en ligne, mais c'est simplement que beaucoup de femmes ne le savent pas. Donc, nous, on a créé un lieu qui s'appelle la Clique numérique. On est à Ménilmontant. On en crée un second à Saint-Ouen dans le 93 et puis bientôt à Marseille. Et en fait, on crée des lieux dans lesquels on crée des promotions de femmes qui vont apprendre ensemble, qui vont se former à un métier spécifique, donc celui de la programmation. En tout cas, plusieurs métiers sont possibles à l'issue de la formation, mais beaucoup quand même choisissent de devenir codeuses. Et puis ensuite, gros chantier sur les partenariats avec les entreprises, parce que la plus grande difficulté, c'est la première expérience en entreprise quand on est en reconversion. Comme tu le disais tout à l'heure, Sarah, c'est beaucoup de femmes qui ont une première expérience dans un autre domaine
et qui se reconvertissent parce qu'elles ont envie d'un meilleur salaire, elles ont envie de pouvoir travailler chez elles ou ailleurs, elles ont envie de participer aussi à l'économie numérique, elles ont envie de découvrir des métiers techniques. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a créé Décodeuse. Merci beaucoup. Merci pour cette explication, cette histoire qui est quand même très importante et qui soulève le fait que l'engagement collectif, aujourd'hui, il est primordial. Donc, ça montre aussi que d'une initiative qui est privée et qui est individuelle, il y a des individualités qui peuvent se rejoindre et qui peuvent porter des innovations. Et de ce que tu m'expliquais, de ce que tu disais quand on échangeait, c'est que vous allez vers des personnes qui viennent aussi de milieux généralement un peu plus défavorisés, parce que quand on regarde aujourd'hui et quand on parle d'intersectionnalité, même si ce mot fait bondir beaucoup de personnes dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui parce qu'on s'en fout, n'empêche que ça existe et du coup, c'est aussi un engagement que vous portez d'amener des femmes dont le profil est différent à être codeuse. Pourquoi tu as choisi ces milieux-là particulièrement J'ai choisi, on est plusieurs à avoir choisi les milieux pauvres parce qu'on vient de familles pauvres et que ça a été pour nous beaucoup plus difficile et qu'en France aujourd'hui, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. On a des métiers techniques qui proposent des salaires qui sont quand même largement au-dessus de la moyenne et on sait que les femmes dans nos communautés, dans les quartiers, dans les milieux ruraux, ce sont des métiers qui sont dévalorisés, qui sont très peu payés. Et comme l'a dit Christiane Taubira, on l'a vu pendant la gestion du Covid, cette bande de femmes qui a tenu le pays, ce sont que des femmes qui ont pris soin des autres et elles sont mal payées. Donc, beaucoup de femmes qui sont dévalorisées, qui viennent de milieux pauvres, s'orientent vers des codeuses parce qu'on fait en sorte déjà de négocier les salaires quand on propose des conventions avec des entreprises. Ah, c'est cool ça. Ça, pour nous, c'est obligatoire. On ne peut pas parler d'émancipation, ou d'émancipation, en tout cas d'autonomisation, si on ne va pas aller chercher aussi le fric qui va avec, parce que sinon, on n'avance pas, on poursuit les écarts. Donc, on s'adresse à toutes ces femmes qui sont invisibilisées, toutes ces femmes qui sont reléguées. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que comme elles ont toujours été débrouillardes, quand elles se mettent à coder, elles font des étincelles, elles font plein de choses, elles sont super persévérantes. Et on a un taux de satisfaction des entreprises qui est important parce que déjà, c'est la surprise en général pour eux. Ils s'attendent à devoir vraiment faire un gros travail d'accompagnement, un gros travail d'intégration. Et en fait, pas du tout. Elles sont super autonomes, elles sont débrouillardes, elles s'adaptent rapidement. Elles ont une première partie de vie professionnelle où elles ont eu des responsabilités. Donc, forcément, ce sont vraiment des profils qui sont très, très appréciés des entreprises. Et elles font en moyenne un bond de 40% en choisissant les métiers techniques. C'est énorme. C'est vraiment un moyen d'accélérer la sortie de la précarité et de la pauvreté. Merci. Et tu as soulevé quelque chose d'extrêmement important, je pense, c'est qu'on ne peut pas parler d'émancipation sans parler d'argent. Et que la problématique aussi aujourd'hui, et on le voit bien, c'est que la majorité, ou en tout cas quand on fait une moyenne, les femmes exercent des métiers qui sont moins bien payés que les hommes. Quand les femmes entrent dans une profession, les salaires parfois baissent du fait du manque de considération qu'il y a encore envers les femmes. Et aujourd'hui, le secteur de la tech est un secteur qui est extrêmement florissant, qui est un secteur où il y a énormément d'emplois et dont les femmes sont finalement un peu privées et à qui on refuse cette partie d'émancipation si elles ne sont pas formées et elles ne sont pas intégrées dans ces milieux-là. Et du coup, c'est vraiment important de soulever que l'émancipation, ça passe aussi par une émancipation financière. Et du coup, ça m'amène à une question sur vraiment qui sera à l'initiative de changement. Est-ce que vous pensez, je vous interroge toutes là parce que je pense que vous avez peut-être tout un avis sur le sujet,
Est-ce que vous pensez que c'est les citoyens, les collectifs, les associations qui vont à terme faire bouger les choses, ou on a quand même besoin de l'État, de lois, comme par exemple la loi sur les conseils d'administration, qui a quand même, mine de rien, fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a 50% de femmes dans les conseils d'administration et que bientôt, il y aura une loi équivalente sur les COMEX. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me permets pardon, de commencer parce que je suis lancée là. On ne t'arrête plus. L'idée des quotas, l'idée des quotas, je ne l'aime pas, mais elle est nécessaire en France. Sinon, on n'avance pas. Donc, c'est un moyen d'accélérer les choses, c'est un moyen aussi de faire pression. Donc, tant mieux qu'il y ait des lois. Après, je suis pour l'engagement citoyen, mais pour moi, plus il y a d'engagement citoyen, plus ça dit la défaillance du système français. Donc, on a quand même un pays qui est développé. Toutes ces inégalités, c'est absolument... c'est grave, en fait, qu'on en soit là aujourd'hui, alors qu'on n'a pas de quoi... Enfin, je veux dire, on a quand même des entreprises, de nombreuses entreprises qui sont des multinationales. Sur la French Tech en France, on a plein d'entreprises qui se développent, on crée de l'emploi dans la tech. Enfin, vraiment, on est très bien placé pour que ça avance économiquement pour les personnes minorisées. Et pourtant, on est obligé de faire des initiatives locales, régionales, nationales pour que ça avance. Donc oui, pour avancer et engager des citoyennes et des citoyens, mais c'est quand même le rôle des entreprises d'être de plus en plus responsables et d'être de plus en plus engagées sur ces sujets. Et sans oublier que c'est quand même à l'État, c'est son travail et ils sont à notre service, il ne faut pas le rappeler, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même à eux de faire ce travail, de rendre l'accès à la formation possible, de faciliter, de faire pression auprès des entreprises, parce que c'est plutôt l'inverse. Donc vraiment, il y a des... On a tous une part de responsabilité, mais même si je crois beaucoup à l'action collective et aux luttes, et en tant que militante, je continue. Mais c'est important quand même qu'il y ait des lois et qu'il y en ait de plus en plus pour qu'on puisse donner un coup d'accélérateur à tout ça. Merci beaucoup. Je veux bien rebondir. Ouais, vas-y. Peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais moi, je pars du principe qu'on est dans une démocratie. J'ai de l'espoir. Et du coup, si on veut faire changer les choses forcément à l'échelle nationale, au niveau des lois, et les lois, elles sont votées quand les gens veulent qu'elles soient votées, quand la majorité pousse vers une loi. Alors, il y a peut-être des exceptions, et tant mieux ou tant pis, je ne sais pas, ça dépend selon les lois. Mais je pense que la sensibilisation, elle va passer par les personnes qui sont concernées en premier lieu. C'est vraiment la première ligne, ça pourrait se découper en plusieurs étapes. Moi, par exemple, j'ai vécu du harcèlement, je suis sensibilisée à ça, je me suis beaucoup renseignée, ça fait des années que je me renseigne sur la question, du féminisme, de la représentativité des femmes, des personnes racisées, etc. Même si je ne suis pas concernée pour le dernier. Mais du coup, là, à l'échelle individuelle, on se renseigne, on monte en niveau de connaissances, de compétences sur ces questions-là. On fait passer des mots, on transmet, on sensibilise autour de nous. Ça atteint de plus en plus de personnes, ça atteint nos entreprises. C'est là où ce que disait Sabrine est super important, c'est que si on veut faire passer des messages aussi, il faut rester dans les entreprises. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais je vais y retourner. Je vais y retourner à la tech. Mais du coup, c'est vrai qu'en faisant bouger toutes les choses à notre échelle, puis à une plus grande échelle au niveau des entreprises, on arrivera à faire bouger les lois. Et les lois aussi, soit ça va venir direct par l'État sur les entreprises ou par les entreprises sur l'État. On sait que les deux s'influencent beaucoup. Et donc, je pense que toute action est bonne parce qu'elles sont complémentaires. Merci beaucoup, Chloé. Et je vois que Sabrine, tu es prête à rebondir là. Non, mais elles ont déjà tout dit. Mais en fait, je rappellerai juste une chose. En fait, ça fait juste 30 ans qu'on attend que ça change et ça n'a pas changé. Je pense qu'il y a encore trop de manquements pour que l'équilibre il se fasse naturellement. Donc oui, on n'a pas l'idée des quotas, mais ce que disait Souad, aujourd'hui, c'est nécessaire. Merci. Du coup, j'aimerais quand même finir
ces questions sur une touche positive, qui n'est pas négative, hein, il reste des combats et on le sait. De toute façon, on est là pour se battre au quotidien, je pense, toutes les quatre. Mais quelles sont des belles victoires que vous avez envie de noter et de mettre en avant ce soir, ou des initiatives que les personnes qui nous écoutent pourraient aller lire, écouter, se renseigner, pour nous donner un peu de baume au cœur après la vision du long combat qui reste à parcourir. Ne me dites pas que vous n'en avez aucune à citer. Mesdames, ce n'est pas possible. Si, des victoires, il y en a. Par exemple, chez Décodeuse, des victoires, c'est lorsque on a des demandeuses d'emploi qui pensaient au départ ne pas y arriver, qui y arrivent, qui sont recrutées et qui t'appellent pour t'annoncer la signature d'un CDI avec un bon salaire. Et ça c'est plein de petites victoires. C'est vraiment ce qui donne envie de se réveiller le matin et de continuer et d'aller chercher d'autres personnes pour que ça grandisse, que ça se développe et qu'on fasse tous des choses, qu'on se rende tous service et qu'on travaille tous ensemble. Ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Il y a aussi, moi, ce que j'apprécie ces dernières années, mais moi, j'ai 40 ans et il y a 10 ans ou il y a 15 ans, si j'avais eu toutes ces informations et tout, alors, je vais préciser parce que aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de livres que les femmes, les scientifiques, comme Isabelle Collet, comme Aurélie Jean, comme aussi sur d'autres sujets, plein d'autres femmes écrivent, dénoncent, rappellent. Ça, ce sont des petites victoires parce que c'est quand même de l'accès direct à des informations qui peuvent nous aider au quotidien et qui aideront les futures générations. Mais moi, je trouve qu'il y a une grande victoire là en ce moment. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe à mes 40 ans, c'est de voir toute cette jeunesse qui crée des comptes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou qui crée leur podcast. Je trouve qu'il y a des mouvements comme ça qui sont super positifs, qui donnent envie de changer les choses, qui donnent envie de bouger les lignes, de casser les codes. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une des plus grandes victoires ces dernières années, c'est de voir tous ces jeunes se lever, proposer des choses, informer, sensibiliser, dénoncer. Et ça, on ne peut pas nier que c'est grâce aux réseaux sociaux. Il y a eu plein de printemps dans plein de pays. Il y a plein de soulèvements grâce aux réseaux sociaux. Donc, je pense que les victoires qu'il faut rappeler là, ces dernières années, c'est quand même toutes ces personnes-là super courageuses qui dénoncent, qui utilisent les réseaux sociaux pour informer, pour dénoncer, pour aussi promouvoir des actions positives. D'ailleurs, en ce moment, on voit bien qu'il y a des gens que ça dérange, qu'il y ait cette liberté de parole. Et moi, je suis vraiment très, très contente de voir que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et j'espère qu'on continuera de libérer cette parole, ou comme disait, comme le rappelle tout le temps Amandine Gay, ouvrir la voie. Vraiment, moi, je trouve que c'est ça qu'il y a de plus beau dans nos victoires actuelles. Merci beaucoup. Est-ce que vous en avez trouvé, Chloé, Sabrine? Est-ce que ça vous a inspiré un petit peu? En fait, non, mais je pense que le fait déjà d'être là et d'en parler, c'est déjà une petite victoire. Parce que je pense qu'il y a quelques années, typiquement, moi, il y a 10 ans, quand j'ai eu mon bac à la phase d'orientation, ce sujet-là, la féminisation, la tech, le numérique, en fait, c'était pas des sujets qu'on abordait. Donc, je pense que si on est là, si on en parle, c'est déjà une toute petite victoire et je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Chloé? Oui, c'est vrai que tout ça, c'est des victoires générales. Donc, ouais. Ah, si, je rajouterais bien un petit truc. J'ai entendu quand j'étais la semaine dernière, le week-end dernier, à une conférence organisée par Le Monde, il y a une personne qui a dit c'est pas trop tant la libération de la parole que la libération de l'écoute. Il y a de plus en plus d'écoute et de prise en compte. Et je pense que le hashtag MeToo, il n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on commence, j'ai l'impression, mais je suis peut-être biaisée parce que j'ai grandi aussi, donc peut-être que j'ai pas accès aux mêmes informations. Enfin, je veux dire, entre il y a 10 ans, il y a 15 ans et maintenant, je suis pas dans la même étape de ma vie. Donc je sais pas à quel point je suis biaisée, mais j'ai cette sensation effectivement qu'on
on parle de plus en plus de choses, on tolère de plus en plus de choses. Moi, quand j'avais 15 ans, pour moi, les féministes, c'était les femmes. Et aujourd'hui, je suis à 10 000 km de ça. Et même si je pense qu'encore beaucoup de personnes ont cette image en tête, les mentalités évoluent, les personnes qui sont victimes de discrimination sont un peu plus écoutées. Et les lois commencent aussi à agir. Et du coup, pour clôturer ce tour de table, pour clôturer, moi, les questions que j'ai à vous poser, parce que je vais demander à d'autres personnes après s'ils ont des questions à vous poser. Si vous aviez une personne que vous citeriez comme rôle modèle, parce qu'on en a parlé de ces représentations-là qui sont ultra importantes pour que finalement les femmes se sentent à l'aise dans la tech, les femmes se sentent confortables, les femmes se sentent légitimes et c'est surtout légitimes à leur place dans un univers qui leur est parfois hostile. Est-ce que vous auriez quelqu'un à citer et puis qui pourrait permettre aux participants et participantes d'aller voir qui est cette personne et regarder, mais quelqu'un qui vous a inspiré? Moi, je peux citer la femme. Il y a deux femmes qui m'inspirent. Il y en a une qui m'inspire depuis toute petite, c'est ma mère. C'est vraiment un rôle modèle extraordinaire. Mais celle que vous pourriez aller voir et qui a créé une organisation aux États-Unis et il y a quelques années, en fait, elle commençait tout juste et maintenant elle prend de l'ampleur un peu partout. C'est Black Girls Code. C'est Kimberly Bryant. C'est vraiment une femme extraordinaire. C'est une femme qui a commencé. Comment elle a commencé? Elle s'est rendue compte qu'autour d'elle, il y avait vraiment très peu de femmes de femmes noires qui proposaient à leurs enfants d'aller vers la tech. Donc, elle a pris quelques PC, une clé, et elle allait dans son quartier à Harlem pour proposer des ateliers à des enfants, à des filles, pour leur dire qu'il fallait absolument qu'elles s'amusent de cette manière-là. Et maintenant, il y en a dans tous les États, je crois, et c'est extraordinaire c'est extraordinaire comme initiative, comme entreprise, parce que c'est concret. Ils ont beaucoup accompagné financièrement des filles qui n'avaient pas les moyens d'aller en école prestigieuse. Vraiment, c'est une femme que je trouve extraordinaire. Faut aller voir Kimberly Bryant. J'ai noté son nom, du coup, pour que les personnes puissent aller chercher sur Google ou un autre moteur de recherche. Je crois qu'il faut que tu le mettes à tout le monde parce que là, tu as mis un haut et panier. Je ne suis pas sûre que les autres y aient accès. Pardon, merci. Hop. Et je te laisse la parole, du coup, Chloé. Ok. On en discutait juste avant qu'on se retrouve tout ensemble avec Sabrine. Les rôles modèles, c'était dur à trouver. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Et moi, j'ai pas grandi avec des rôles modèles réels, tech. J'ai grandi avec des rôles modèles virtuels. C'est très important. Au moins, il y en a là-dedans, au moins, il y en a dans les séries, au moins, il y en a dans les films. Et récemment, il y en a une qui m'a pas mal inspirée, qui est Donna dans Suits, donc avocat... je sais pas, c'est une série avec des avocats. En français, je sais pas ce que ça donne. Suits, ok. Et Donna, en fait, part du bas de l'échelle, mais elle a une personnalité exceptionnelle. Et surtout, elle reste elle-même, elle reste féminine. Elle monte, elle devient chef d'entreprise. Et sa différence et sa particularité sont totalement assumées. Et c'est ce qui est mis en valeur tout le temps. Et je trouve que cette force qu'elle dégage est très inspirante. Merci beaucoup, Chloé. Et toi, Sabrine, si vous en discutiez. Alors, je vais commencer par copier Souad parce que ma mère, elle est juste en face de moi. Bonjour. Et en fait, du coup, j'en parlais tout à l'heure avec Chloé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, la femme qui m'inspire vraiment, elle s'appelle Stéphanie Chardy. Peut-être que vous la connaissez sous un autre nom, parce qu'en fait, c'est une informaticienne britannique. Et dans les années 60, elle a créé sa boîte dans l'informatique, sauf
elle s'est faite appeler Steve Shirley parce qu'en fait, elle rencontrait trop de difficultés pour créer sa boîte dans l'informatique. Et du coup, elle a pris le nom d'un homme. Du coup, elle s'est faite appeler Steve pour pouvoir créer sa boîte. Et j'ai trouvé ça tellement courageux, audacieux, parce qu'en fait, elle ne s'est pas juste arrêtée en se disant bah non, en fait, je suis une femme. Elle a juste essayé de contourner le problème et j'ai trouvé ça impressionnant. C'est trop cool. C'est vraiment trop, trop cool. Par contre, je ne trouve pas bien son nom. Je te laisserai l'écrire. l'écrire parce que j'ai peur de faire des fautes et que les personnes tombent comme moi sur quelqu'un qui est chargé des assurances. Je ne pense pas que ce soit la bonne personne. J'en profite. Et du coup, moi, je viens pas je viens pas d'un profil tech initialement. Moi, j'ai fait du droit. J'ai été avocate en propriété intellectuelle et données perso. Et dans le monde du droit, il y a eu aussi des grosses problématiques de sexisme. Et la personne qui a été un petit peu mon mentor, qui est devenue une icône aux États-Unis et que vous connaissez peut-être, mais qui est maintenant décédée, c'est RBG, Ruth Bader Ginsburg, et qui du coup a été juge à la Cour suprême des États-Unis et qui s'est beaucoup battue pour le droit des femmes, le droit des minorités, et qui, lorsqu'elle est rentrée à la Harvard Law School, était la seule femme sur 500 étudiants. Donc, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Et du coup, pour moi, c'est une belle figure. Et puis, il y a un documentaire sur elle, il y a un film sur elle. Et ça donne envie vraiment d'aller renverser tout ce qui ne va pas dans la société quand on regarde ça. Donc, je vous le conseille. Est-ce que les participants et les participantes que vous êtes, vous avez des questions? Vous n'êtes pas beaucoup intervenus, vous avez été très, j'allais dire très silencieux, mais vous étiez obligés, mais très studieux pendant ce webinaire. Est-ce que vous avez l'opportunité de poser des questions sur le chat ou sur le Q&A? Si vous avez envie qu'on y réponde, c'est maintenant. Vous avez à peu près 1 minute pour poser la première question. Sinon, ça veut dire qu'on a répondu à tous les sujets sur lesquels vous pensiez qu'on allait intervenir pendant ce webinaire. Et du coup, je n'aurai plus qu'à vous dire à toutes toutes et tous, une très belle soirée. Donc, je crois que personne n'est actif. Vous avez le droit aussi de dire « je ne vais pas poser de questions », comme ça je le sais. Bonjour, est-ce qu'il serait intéressant d'intervenir dans la formation des enseignants? Alors, c'est une vaste question. Moi, je dis oui, absolument. Qui veut y répondre? Moi, je peux peut-être dire une chose, c'est que Sophie, j'ai lu récemment que Isabelle Collet, sur LinkedIn, CO2LET, avait fait une multitude de tutos adressés aux enseignants pour réduire, exactement, merci Sarah, pour réduire ou plutôt limiter les stéréotypes, les biais, parce que les professeurs s'adressent d'une manière différente à une fille ou à un garçon. Et donc, elle propose des tutos vraiment pratiques pour pouvoir mettre en application. Donc, moi, je trouve que ça, c'est chouette de suivre ces ateliers. Et c'est ta maman Chloé, c'est ta maman Isabelle Collet? Ah bon? Non, je vous mettais ça en perso discrètement. La personne qui a posé la question est ma maman. Ah, coucou. Trop mignon. Mais en fait, elle rigole, Chloé, parce que je lui ai posé exactement la même question à l'écrit, parce que je suis vraiment fan d'Isabelle Collet aussi. Et tu as raison, Souad, elle intervient à Genève et en Suisse pour former dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles d'informatique les élèves et les professeurs à la notion de sexisme, à la notion d'intégration, à la notion d'inclusion. Et je pense que c'est à la fois extrêmement important de former les élèves, les profs, tout le corps
en fait, enseignants et administratifs pour que les personnes, les filles qui suivent leur scolarité dans ce type d'écoles qui sont scientifiques et où elles sont moins nombreuses, soient le mieux intégrées possible. Et autant de chances de succès que les camarades garçons. Et ça bénéficie autant aux garçons qu'aux filles, parce qu'on a tendance à penser que ce type d'initiative valorise les carrières féminines seulement, mais le fait d'avoir une égalité est aussi riche pour les garçons que pour les filles. Il y a Sophie qui demande si on a des conseils supplémentaires. Elle vient d'intégrer une formation de développeuse web déjà. Félicitations. Bravo pour ce choix. Et elle demande si on a des conseils parce qu'elle est seule dans la formation. Seule femme dans la formation. Pour t'imposer. Alors, les manches. Est-ce que Sabrine, Chloé, vous qui avez peut-être vécu des la spécialiste du coaching, Sabrine. Non, mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, Sophie, déjà, tu dois te sentir autant légitime que les autres dans cette formation. Je pense que si tu l'as choisi, c'est que tu as réfléchi un peu à ce que tu avais envie de faire. Donc, il n'y a aucune raison pour que, au contraire, je suis sûre que ça va super bien se passer. Et donc, je ne pense même pas que tu as besoin de nos conseils parce que si tu as déjà entamé la formation, c'est que tu es déjà sur la bonne voie. Et être solide sur tes appuis et vraiment croire en ce que tu fais et te faire des alliés aussi parce que il y a vraiment et ça on l'a peut-être pas aussi assez valorisé parce qu'on est aussi 4 femmes autour de la table ce soir, mais il y a énormément d'hommes, de jeunes hommes, de personnes aussi qui sont un peu plus âgées qui aujourd'hui sont conscients et sont motivés pour être des alliés de l'égalité. Et donc, il faut les trouver, ces gens-là, et il faut travailler avec eux. Ouais, c'est ce que tu fais, Sophie. Tu arrives, tu te lèves un matin, tu regardes le plus fort et tu lui mets une grande claque. Comme ça, c'est toi qui vas t'imposer. Non, je plaisante. Joue la collectif. Moi, je te conseille de la jouer collectif, de t'impliquer dans les projets avec d'autres, de ne pas te laisser faire quand quelqu'un reprend tes idées, mais lui rappeler que ce sont les tiennes, de ne pas oublier de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur d'être celle qui rappelle tout le temps que ça, c'est pas correct, ça, c'est dénonce sans cesse. Vraiment, ne te sens jamais, essaye en tout cas de dire dès que tu te sens mal à l'aise. Et aussi, participe à des projets collectifs et puis rejoins aussi des communautés en ligne de dev. Il y en a plein. Donc voilà, avec un petit peu de virtuel, un petit peu de réel, tout va bien se passer, tu vas te déchirer. Oui, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à être... j'ai du mal à avoir le positif et à donner l'énergie, mais selon ton âge, je te dirais, si tu es jeune, n'aie pas peur de montrer que t'es pas trop gentil, enfin, je veux dire, n'aie pas peur de vexer les gens, n'aie pas peur de leur dire que ça va pas. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont très tolérantes et c'est ça en général qui va poser problème après. Si tu aimes ce que tu fais, moi je continue de faire ce que je fais. J'ai monté ma boîte, c'est un choix, mais vraiment continue de faire ce que t'aimes et ouais, et de faire attention à être bien entouré. Tu peux donner des tips aussi aux personnes de ton entourage. Il y a un tips que j'ai appris la semaine dernière, à l'occasion de cette conférence de Le Monde, sur quand on est dans une réunion, pour toujours mettre en avant le travail d'une femme, c'est la citer et rappeler, puisque comme Chloé vient de le dire, comme Sabrine vient de le dire, comme Sarah vient de le dire, et de toujours rappeler que les femmes, elles sont présentes, elles viennent de donner des idées. Les idées les hommes n'ont pas le temps de se réattribuer les idées des femmes quand on agit de cette manière-là. Donc, il y a plein de petits tips, il y a des alliés, il y a des personnes qui vont te soutenir, il y a des gens qui vont être hypocrites, il y a des comment dire, il y a des idiots et des idiotes partout, pour rester poli. Ça, de toute façon, quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, ce sera le cas. Donc maintenant, entoure-toi des bonnes personnes et c'est pas grave si t'es pas aimé de tout le monde, il faut que tu sois aimé des personnes que tu respectes.
Parfait. Merci beaucoup pour ces mots rassurants et puis ces mots d'activiste aussi. Parce que voilà, Sophie, tu vas changer le monde demain en codant ou en faisant autre chose. Donc, prépare-toi. En tout cas, moi, j'étais vraiment très, très contente de partager ce moment-là avec vous. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir ce soir. Donc, comme je le rappelle, la conférence, elle a été organisée par les décodeuses et par Willa. Elle sera retransmise sur LinkedIn, donc vous aurez l'opportunité de voir le replay. Youpi! Et en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très, très belle soirée. Et n'oubliez pas que voilà, c'est le collectif qui fait qu'on change le monde. Et c'est grâce à vous toutes qu'on peut faire un monde meilleur demain. Donc, activez-vous. Merci beaucoup. Au revoir.